Donc merci pour toutes ces interventions extrêmement intéressantes. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à l'ensemble des intervenants? Moi, j'avais une question sur l'évaluation de la végétalisation. Est-ce qu'on sait vraiment quel impact ça? Bon, on sait qu'il fait plus frais au bord de la Garonne, dans les parcs qu'en ville, mais je ne sais pas, par exemple, à l'échelle d'un bâtiment, s'il a une façade végétalisée, une toiture végétalisée, est-ce que si on a vraiment fait un travail de végétalisation sur une rue, est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Parce que, voilà, enfin, je ne sais pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de photos. Alors, il faut prendre des distances, mais par exemple, où on a une rue, deux photos de la même rue, avec une rue absolument pas végétalisée. On a 40 degrés, 60 degrés sur le bitume. Et puis après, ils ont rajouté des arbres et puis ils ont baissé les températures de, je ne sais pas, X. Voilà. Est-ce que c'est un peu ces questions-là que je me pose? Est-ce qu'on sait d'évaluer ça, en fait? Alors, moi, je peux parler pour les études qu'on a faites, nous, à Météo France, où on n'est pas vraiment à l'échelle du bâtiment, mais plutôt à l'échelle quartier ou ville. Et de façon résumée, en gros, ce qu'on voit, c'est que la végétation de pleine terre, donc arborée ou mixte, engazonnée, arborée, ça a un effet sur le confort dans la rue. Ça rafraîchit l'air dans la rue. Et en période de canicule, on peut avoir un rafraîchissement de jusqu'à 2 degrés dans ce qu'on avait vu sur la région parisienne. Forcément, plus le taux de végétalisation est important, plus on va avoir un effet de rafraîchissement. Et le fait de mettre des arbres va permettre de rafraîchir plus que d'avoir juste de la végétation au sol. Ce qu'on observe aussi, c'est que les toitures végétalisées ont très peu d'impact sur le microclimat dans la rue. On a peu d'effets rafraîchissants. Par contre, ça a un impact sur le confort du bâtiment, parce que ça joue un rôle d'isolant, ou en tout cas, ça empêche le réchauffement des toitures. Voilà. Après, on parle beaucoup de végétalisation pour rafraîchir l'air ambiant. Il y a aussi tous les autres bénéfices associés à l'implémentation de la végétation en ville, qui sont les capacités de rétention d'eau, en mettant plus de surface perméable en ville. Et puis après, il y a tous les aspects ambiance et tous les services écosystémiques qui sont apportés par la végétation en ville, qui peuvent aussi être pris en compte. Mais bon, après, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure sur la présentation sur l'eau. Végétaliser la ville, ça veut aussi dire avoir l'eau nécessaire pour pouvoir maintenir l'effet rafraîchissant lié à l'évapotranspiration. Si les plantes sont en stress hydrique, on n'a pas de rafraîchissement, donc on perd les bénéfices de mettre de la végétation en ville. Merci. D'autres questions ? C'est une question qui s'adresse un peu à vous tous, chercheurs ou acteurs plus terrain. Donc, au niveau des services climatiques, on est vraiment dans un processus de co-construction. Est-ce qu'il y a des informations que les chercheurs attendraient particulièrement des acteurs de terrain? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des informations complémentaires réciproquement qui seraient attendues des chercheurs? Quelles sont les marges de progression? Sachant que le processus est déjà bien amorcé, mais est-ce qu'on a encore des verrous à lever? Moi, de nos expériences sur les projets sur lesquels on a travaillé sur les impacts en ville, on a abordé, donc on l'a montré tout à l'heure dans les présentations, différentes thématiques. Au-delà du climat urbain, on a commencé à aborder l'énergie, le confort. Et je pense qu'à un moment donné, on est arrivé aussi aux limites de ce qu'on pouvait faire, nous, en termes d'impact. Donc on voit qu'après, parfois, il nous manque aussi je pense les collaborations, le réseau pour aller plus loin, notamment sur les impacts sanitaires, par exemple, où c'est vrai que quand on a abordé la question de la vulnérabilité urbaine aux canicules et on était un peu pris au dépourvu pour savoir comment après interpréter nos résultats en termes d'impact sur le confort et la santé. Donc voilà, je pense qu'après nous, on peut être fournisseur de certaines données ou certains scénarios, mais après je pense qu'il faut aller vers peut-être d'autres modèles d'impact aussi à plus fine échelle ou sur des aspects sur lesquels nous on n'a pas l'expertise. Et donc pour ça nécessite de mettre en place de nouvelles collaborations et de savoir vers qui se tourner aussi. De notre côté, le principal problème, c'est le manque d'effectifs. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui tournent autour de la santé publique qui travaillent sur ces questions d'impact des canicules et du changement climatique.
nous, on est une équipe, on est 2,5, hein, donc c'est un peu juste pour faire, pour mener à bien des projets, même si on aurait très envie de le faire. Et nos effectifs vont aller en diminuant, donc c'est un peu, pour nous, c'est un peu ça la principale problématique. C'est pas tellement de savoir quoi faire, mais de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que pour l'instant, on commence tout juste à aller à l'échelle un peu plus fine que jusqu'à présent. On s'intéressait à des choses un peu plus générales, plus macro, et on commence un peu à regarder ce qui se passe au niveau local. Mais ouais. Donc après, les collaborations avec Météo France, elles existent depuis longtemps, mais c'est vrai que nous, on est un peu démunis au point de vue des moyens pour avancer sur ces sujets. Peut-être un petit complément par rapport à ce que j'ai dit moi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a déjà demandé à Météo France à l'échelle de notre bassin versant, hein, donc là on n'est pas sur la ville en particulier, une carte d'occurrence de sécheresse des sols qui a été quand même très appréciée par nos administrateurs, au sens où ça montrait bien les zones, en plus de ces problèmes de disponibilité en eau, ça aggravait ces questions de disponibilité en eau, puisque la sécheresse décennale d'aujourd'hui deviendrait la moyenne en été en 2050, donc une année sur 2, et voire 8 années sur 10 pour l'automne. Donc ce qui interroge vraiment du coup la gestion de l'eau, mais aussi la gestion des usages et notamment l'agriculture. Donc par exemple, sécheresse des sols, pour nous, ça a été un indicateur très intéressant. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, après la prévision saisonnière, pour nous, serait aussi vraiment quelque chose d'important, puisque ça permet des décisions un peu anticipatoires, que ce soit donc pour l'agriculture ou même par rapport à la ville, d'essayer d'anticiper des problèmes à saison sèche, on va dire. Aussi quelque chose qu'on voit nous de notre côté à la métropole, c'est que l'îlot de chaleur urbain c'est très très bien défini. Par contre îlot de fraîcheur, en fait ça peut être bien défini, mais lorsqu'on entend les gens l'expliquer, en fait on s'aperçoit que c'est pas trop défini. Typiquement, est-ce qu'un magasin climatisé c'est une zone de fraîcheur? C'est ça aussi la question, parce qu'en fait est-ce qu'une salle de cinéma c'est une zone de fraîcheur en canicule? Et alors, comment gérer du coup l'accès aux zones de fraîcheur pour les gens? Et ça c'est pas défini en fait, une zone de fraîcheur à l'échelle de la ville. On va parler des parcs ou quoi, mais on va dire oui, vous pouvez accéder à la Garonne, très bien, vous pouvez accéder au parc, très bien, mais est-ce que d'autres endroits sont des zones de fraîcheur? Est-ce qu'on peut considérer de prendre la voiture pour aller à la campagne le week-end, c'est une zone de fraîcheur, sachant que ça va être sur une temporalité précise? Donc en fait, travailler sur l'îlot de chaleur c'est bien, mais du coup il faudrait peut-être voir son autre penchant, l'îlot de fraîcheur, et le définir au moins du point de vue de l'urbanisme, pour après dans les documents de planification que les villes se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, en fait qu'est-ce que c'est qu'un îlot de fraîcheur? Est-ce que pour les gens, ils ont ce réflexe même d'aller dans un parc? Tout à l'heure on parlait d'aller dans les parcs la nuit, c'est vrai que les parcs publics sont fermés à partir de 8h, 21h en été. Il peut y avoir des dérogations à 22h, mais est-ce qu'à 4h du matin, on va dans un parc quel est l'accès en fait? Si à 4h du matin on a chaud, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est ça le truc, c'est... Sur Paris, ils ont ouvert les parcs, il y a une surveillance maintenant, oui. Il faut mettre de la lumière aussi, parce qu'il faut que les gens puissent y aller de façon sécurisée. Et après, là, ils ont cartographié un peu les lieux frais, donc il y a dedans, il y a les lieux de culte, il y a les cinémas, il y a les c'est leur définition, etc. C'est leur définition. C'est la définition de Paris. Après, il faut voir aussi que, moi j'avais participé à ce groupe de travail. Pour moi, ça, c'est des accès à des îlots de fraîcheur pour des personnes qui sont quand même en bonne santé. Une personne de 75 ans, elle ne va pas aller dans un parc à 4h du matin. Enfin, il faut être clair. Voilà. Donc ça, c'est très sympa pour les jeunes qui vont aller s'amuser dans les parcs la nuit. C'est sympa, mais pour les personnes âgées, il faut non seulement qu'il y ait des lieux frais, mais il faut aussi un accompagnement pour qu'ils soient emmenés dans ces lieux frais. Les plus vulnérables ne vont pas y aller tout seuls. Puis même derrière, on a les établissements publics de la santé, que ce soit les EHPAD ou quoi, qui des fois peuvent pas... Enfin, il y a des EHPAD qui sont assez vétustes, et donc eux par exemple, comment on pourrait faire si par exemple ils avaient un problème, juste une panne d'électricité, enfin une panne d'électricité, je veux dire un problème de climatisation pendant 4 jours dans un EHPAD, qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin je veux dire,
s'il y a 150 résidents dans l'EHPAD, où est-ce qu'ils vont, comment on s'occupe d'eux? On va pas mettre 1000 ventilateurs dans leur face. Il n'y a pas de définition, il n'y a rien, il n'y a aucun plan de secours, il n'y a rien qui est fait. Et, les villes, faut tout définir en fait. Tout ce qui est sur la fraîcheur, il faut le définir au niveau des villes et c'est pas du tout fait. Et donc là, il faut chercher des indicateurs en fait. Ça peut travailler le confort thermique, le confort des individus, mais il faut définir des lieux, des contextes, il faut tout faire. Et puis dans les EHPAD, c'est pas l'EHPAD qui est climatisé en général, c'est une pièce. Donc ça veut dire aussi pour les résidents de l'EHPAD la possibilité d'aller dans cette pièce. Donc tous ceux qui sont grabataires n'ont pas accès à la pièce climatisée. Du coup, j'en profite, comme vous parliez des indicateurs. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des indicateurs qui existent déjà ou vous construisez vous définissez de nouveaux indicateurs? Quelle est, selon vous, la meilleure pratique pour trouver l'indicateur le mieux adapté aux questions posées? Voilà. Donc, en général, on utilise des indicateurs issus plus de la littérature scientifique, comme les indices de confort, par exemple, pour ces aspects liés au confort. Mais c'est vrai que pour la partie après transmission aux acteurs, tout ça, il y a ce que Françoise disait là, sur la partie sécheresse, c'est le fait de transmettre des indicateurs sous la même forme que ce que les gens utilisent au quotidien, même dans le cadre d'un indicateur, d'un scénario climatique, quelque chose comme ça, c'est peut-être quelque chose là-dessus qu'il faut travailler aussi sur voir ce que les gens utilisent au quotidien, parce que comme ça ils peuvent se l'approprier facilement. C'est pas ça forcément quelque chose une démarche qu'on a automatiquement. Après pour l'îlot de chaleur par exemple, ça c'est peut-être un petit peu plus simple parce que bon, sur 12 métropoles il y a la démarche d'appropriation en interne de le réseau de monitoring, des aspects sur la température, et la température c'est quelque chose qui s'apprend un peu plus facilement. Donc ça c'est effectivement, je pense, d'un point de vue urbain, on a un peu la chance que l'indicateur température, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement transmettre. Après, les autres, les trucs un peu plus complexes, je pense que là, ça demande du travail de co-construction, même si on travaille déjà avec l'agence depuis une dizaine d'années. C'est par exemple ce que tu discutais tout à l'heure sur les indicateurs de canicule sur la moyenne sur 3 jours, que ça a une moyenne température sur 3 jours, que les préfets ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans l'indicateur. Quand on a construit le plan canicule, l'indicateur d'alerte, c'est la moyenne sur 3 jours des températures de nuit et la moyenne sur 3 jours des températures de jour. Et donc on a des seuils d'alerte qui sont des seuils départementaux. Et donc l'indicateur de base, c'est quand même une moyenne de température sur 3 jours. Et quand on avait présenté ça au préfet, pour certains c'était clair. Ça nous paraissait un indicateur simple. Quand on avait choisi l'indicateur au départ, il y avait aussi l'humidex qui tient compte de la température et de l'humidité, qui apportait pas forcément beaucoup plus d'infos. Et on s'est dit, bon, c'est un peu compliqué, il y a l'humidité, il y a la température, on va pas le prendre. La moyenne sur 3 jours de température, tout le monde va comprendre, c'est simple. Voilà. Et en fait, non. Non. C'est pas si simple que ça. Donc c'est vrai que quand on construit ça, ça nous paraît très simple. Et en fait, il faut voir que sur le terrain, les gens ont d'autres compétences que les nôtres, et celles-là, ils ne l'ont pas forcément. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler aussi avec eux pour voir ce qu'ils peuvent utiliser. Ou alors ne pas leur laisser la possibilité de les utiliser et laisser aux professionnels le soin de lancer les alertes, par exemple, et de communiquer sans que chacun essaye de s'approprier ce qu'il y a derrière l'indicateur, parce que tout le monde n'est pas capable de s'approprier ce qu'il y a derrière. Si je peux me permettre de compléter un peu vos propos, donc je suis à l'agence d'Urba et la question du transfert de la connaissance et de ce qu'on peut en faire, c'est vraiment primordial, enfin, parce qu'effectivement on doit transmettre de façon très pédagogique un certain nombre de notions, de connaissances, de concepts et de pistes également pour imaginer la ville de demain avec un bagage scientifique
scientifique qui nous semble intéressant, prospectif, etc. Mais on va le transmettre à des personnes qui n'ont aucunement le parcours qu'on peut avoir, qui vont découvrir le sujet, qui ont peut-être aussi des a priori, en tout cas des images. Donc ces questions de définition, je rebondis là-dessus, c'est vraiment essentiel de pouvoir partager du vocabulaire. Et tout ça, ça prend du temps. En fait, ça prend énormément de temps parce qu'on a aussi affaire à des élus ou à des techniciens qui n'ont pas que ça à gérer, en fait. Et donc cette question du transfert, elle est vraiment primordiale. Et je pense que plus il y aura de collaboration, plus ce sera facilitateur pour aller là-dessus, pour partager la connaissance, pour l'objectiver aussi, donc éviter tous les a priori et du coup imaginer les leviers adéquats, c'est-à-dire ne pas en rester au diagnostic, mais passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comment j'utilise cette connaissance pour faire évoluer en fait les pratiques urbaines, comment on imagine la ville de demain, que ce soit dans sa conception ou dans sa gestion. C'est vrai qu'il faut que nous on apprenne à être simple dans ce qu'on transmet, parce que nous on s'en est rendu compte quand on a fait l'étude auprès des civils. Chaque année on publie des bilans des canicules avec l'impact sur la mortalité, l'impact sur les recours aux soins, etc. Et en fait aucun des acteurs interrogés n'était au courant de ces données, ni même n'avait, sans connaître forcément les chiffres, mais simplement de savoir qu'il y avait eu de la surmortalité, en fait personne ne le savait. Et en fait c'est tout simplement parce que finalement on se rend compte que nos bilans ils sont trop compliqués. Ils sont longs, ils sont compliqués. Et effectivement, c'est des acteurs qui vont gérer plein d'autres choses que la canicule. Et quand on leur produit un bilan de 4 pages, ou même de 2, c'est beaucoup trop long. Et en fait, eux, ce dont ils ont besoin, c'est 2-3 chiffres clés. C'est un message clé. Et donc pour nous, ça a été très bénéfique de faire cette enquête parce qu'on s'est remis en question en se disant mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut communiquer. Ce qu'on communique, on le fait extrêmement mal. Et si on veut que les messages passent, il faut le faire autrement. Moi j'ai aussi un exemple sur essayer parce que nous on a le rôle un peu comme l'UBAT d'intermédiaire avec les gestionnaires de l'eau, les élus, les représentants socio-professionnels et par rapport au changement climatique, donc même sans parler d'indicateurs sur l'hydrologie, etc. J'ai tenté les fourchettes et j'ai tenté les incertitudes. Et en fait, ça c'est... Non, on veut un chiffre avec deux zéros après la virgule. Et donc, en fait, on est vraiment contraint par un décideur qui veut quand même une idée très simple, un chiffre clé, quitte, entre guillemets, pour nous, à nous tromper, en fait. Donc c'est vrai que c'est me tordre, moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai appris ou ce que je comprends, d'essayer d'avoir des messages très très simples. Et je trouve que l'exercice est faisable avec des gens qui sont professionnels de la communication. Ça c'est aussi très important en fait. Ils ne sont pas de notre métier, ils ne sont pas du métier du climat. Et finalement ils arrivent avec un regard, des illustrations et du verbatim que nous on n'aurait pas utilisé. Donc c'est un vrai plus d'essayer de travailler avec des gens de la communication. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que chacun peut avoir sa place et que vouloir tout faire n'est pas forcément un gage d'efficacité en fait. Et donc si on est, j'allais dire, très bon et très à propos sur un pan par exemple le pan scientifique de la réflexion, c'est pas pour autant qu'on a tous les outils pour communiquer et pour transférer l'information de façon efficace. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les principes de collaboration sont vraiment à poursuivre pour qu'effectivement chacun puisse jouer son rôle à bon escient, quoi. Un peu pour poursuivre sur ces questions de comment on communique les résultats de la recherche. Tout à l'heure, vous avez dit que au cours de l'enquête, parmi les personnes que vous avez rencontrées, on vous a incité à relier les questions de santé aux enjeux de climat plus général. Est-ce que c'est bien ça ? Parce que du coup, là, on est sur deux tendances complètement différentes. Est-ce qu'il faut justement... voilà, c'est vrai que la santé, c'est quelque chose, ça peut être une entrée sur les questions de climat, de changement climatique, un moyen de mobiliser davantage,
d'avoir peut-être des messages un peu plus importants. Et en même temps, c'est vrai que c'est important de montrer le lien entre les différents aspects. Par exemple, on préconise sur la dernière diapo des jardins partagés, la végétalisation, et juste avant, et vous l'avez souligné aussi, il y a des problèmes, enfin, ça pose aussi des problèmes de gestion de l'eau. Voilà, c'est vrai que du coup, enfin, c'est un peu compliqué, je trouve. Enfin, comment vous abordez ça? Comment les gens peuvent s'approprier qu'est-ce que vous avez perçu dans la façon dont les gestionnaires peuvent s'approprier les données de la recherche avec ces tendances contradictoires entre simplifier au maximum pour avoir de l'impact et quand même relier à des enjeux plus généraux? Simplifier, c'est simplifier plutôt les messages qu'on veut faire passer. Mais après, eux, ce qu'ils nous ont dit, c'était plus... en fait, la canicule, c'est un problème. Et, enfin, en fait, les choses, elles sont comment dire, elles sont traitées chacune dans son coin. Et finalement, c'était plutôt d'avoir... par exemple, ils nous disaient, au lieu de dire aux gens comment il faut se protéger de la chaleur, et puis après, on va leur dire comment se protéger d'une inondation, et après, on va leur dire comment se protéger d'autres choses, ça fait beaucoup de choses. Et c'est plutôt inciter les gens à être un peu des acteurs de leur prévention, à pas forcément attendre qu'on leur dise ce qu'il faut faire, mais qu'ils apprennent à gérer un peu les risques d'une manière plus globale. Après, c'est ce que les acteurs ont remonté, hein. Nous, on n'a pas fait forcément de travail d'analyse après là-dessus, sur ce qui a été remonté. Et c'était de dire qu'il y a plusieurs risques et que voilà, d'essayer de traiter un peu les risques dans leur ensemble. En plus, il y a des risques qui se cumulent. Par exemple, ce qui est de la canicule et puis ce qui est de l'isolement social, c'est des risques qui sont cumulés. Donc, au lieu de faire d'un côté un plan canicule et puis de l'autre de s'occuper des personnes isolées, voilà, c'était de gérer ça. C'est pas forcément d'avoir des messages plus compliqués, mais c'était de voir les choses plus dans leur ensemble. Sur la pollution de l'air, c'est pareil. D'un côté, il y a des messages de prévention pour la pollution de l'air, et puis il y a des messages de prévention pour la canicule, et il y a des messages qui sont pas forcément cohérents sur l'ouverture des fenêtres, par exemple, au moment des pics de pollution ou au moment des pics de chaleur, c'est pas forcément exactement, c'est pas exactement cohérent. Donc c'était d'avoir des choses un peu plus intégrées, quoi. Après, les acteurs qui ont fait ce genre de remarques, c'était des remarques vraiment très générales. Ils sont pas vraiment rentrés dans le détail de comment ils voyaient les choses de façon précise. Très juste, une petite question très ponctuelle. Est-ce que les plans canicules sont liés au plan climat? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux dans les... Non, je pense pas. C'est les deux échelles de temps d'action complètement différentes. Les plans canicules, c'est pour gérer l'événement météorologique qui arrive là. Dans les plans climat, c'est pour plus l'aménagement urbain et tout ce qui est sobriété énergétique. Donc c'est des échelles de temps plus sur l'aménagement. Donc je pense pas qu'il y ait de lien entre les deux. Oui, la question c'est, faut-il dans les plans climat commencer à penser à des aspects pour limiter le recours à des plans canicules ou des choses comme ça, ou intégrer des éléments. Mais là, c'est tous les aspects liés au rafraîchissement, à l'atténuation, en fait, ces aspects. Et là, ça retombe sur les matériaux, sur la végétation, sur la gestion de l'eau. Ça peut aussi, voilà, après, il y avait une question, je parlais un peu des comportements tout à l'heure, et là, sur la gestion de l'eau, il faut peut-être aussi repenser des aspects quand on est en ville. Pour le moment, c'est un peu comme l'énergie, où c'est hyper centralisé, avec un producteur d'énergie qui inonde tout le monde. L'eau, c'est actuellement un petit peu pareil, pour l'approvisionnement en eau. Est-ce qu'il ne faut pas repenser, donc l'énergie, ça va être tout ce qui est production décentralisée d'énergie, et puis avec l'énergie qui remonte dans les réseaux. Et
Pour l'eau, peut-être ça peut être stocké à l'échelle de la parcelle, avoir des stockages d'eau l'hiver pour pouvoir la réutiliser, de l'eau non potable pendant l'été, en faisant attention qu'il n'y ait pas des moustiques tigres qui pondent dans les citernes. Voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent permettre de relier différentes échelles d'action. Mais après, là, je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui rentre dans des plans climat ou si c'est juste voilà, de l'information des personnes pour essayer de changer les comportements, changer les pratiques dans différents domaines qui sont connectés. Après, ça pose derrière en fait, la question du climat dans les documents de planification. Et c'est vrai que quand on a quelque chose comme ça qui est finalement assez généraliste, on peut se poser la question, parce que c'est quand même dans un document qui va être traité à part, entre guillemets, le plan climat, et à quel moment on peut avoir une interconnexion avec d'autres documents comme le PLUIH. Ce que l'on présentait ce matin sur les bâtiments bioclimatiques, c'est dans le PLUIH, mais ça aurait pu très bien avoir sa place dans le plan climat, puisqu'il y a des actions dans le plan climat, et à quel moment on peut mettre des actions en fait, qui vont être dans le PLUIH sur le climat, qui ne devraient pas être dans le plan climat. Enfin, le climat a une place qui est finalement transversale à tout cela. C'est comme quand on traitait les documents de transport à part et qu'on s'est dit au bout d'un moment ça serait bien de réfléchir les transports en même temps que le logement, en même temps que l'économie, et puis du coup on rattache. Et aujourd'hui on a un PLUIH, je ne sais pas vers quoi on va après, hein, peut-être qu'un jour on aura un PLUIH climat transport, enfin voilà, on ne sait pas trop en fait le climat. Pour l'instant le PCAET reste encore un document en construction et moins normé que le PLUI ou le PLUIH, qui lui par contre a vraiment une forme beaucoup plus normalisée que le plan climat. Le plan climat bien sûr il veut diviser en deux volets, adaptation, atténuation, etc. Mais par exemple dans les actions, il y a des plans climat en France qui ont des actions d'aménagement très concrètes, qui ressemblent plus à des PLUI. On a des plans climat qui ressemblent à des PLUI, ou on a des PLUI qui ressemblent à des plans climat comme le facteur 4 de Brest où ils prennent en compte directement PLUI avec la réduction énergétique. Enfin, ça c'est la question aussi du climat et des documents entre eux. Et le plan canicule peut être une forme d'action dans un document du plan climat, mais ça c'est parce que c'est pas aujourd'hui c'est un document encore en construction en fait. Et il y a des villes qui montrent que voilà, ils ont une marge en fait de manœuvre qui est différente. Et ça dépend après bien sûr des moyens humains, des moyens techniques, des moyens politiques derrière autour du climat et de comment on le met en avant ou pas. Il marche, voilà. Donc je vais pouvoir apporter un petit complément. Je m'occupe précisément donc des plans climat. Donc je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Mann, je suis chargé de mission énergie-climat à la DDT. Donc on travaille effectivement avec les collectivités depuis une petite année sur l'élaboration de leur plan climat version 2. Avant c'était des PCET, maintenant c'est effectivement des PCAET avec une problématique donc spécifique liée à l'air. On aimerait effectivement que les plans climat intègrent les plans canicules. Il y a tellement de plans qui existent. Aujourd'hui, on parle de plans canicules. J'ai posé la question à Madame Goulard tout à l'heure sur le rôle de l'agence de l'eau, éventuellement pour aider les collectivités soucieuses de s'emparer de la gestion de l'eau dans leur territoire. Je pourrais exactement poser la même question à Madame sur la canicule. Certains élus avec lesquels on travaille sont d'ores et déjà convaincus de l'intérêt de travailler sur ce sujet-là. La difficulté, c'est qu'ils doivent parler de tout. Ils sont attendus sur plein de choses. Ils n'ont pas forcément la maîtrise d'ouvrage sur certains sujets, donc ça demande des moyens humains, des moyens financiers. Donc voilà, bon ça c'est un peu pour parler brièvement du lien entre plan climat et plan canicule. Après, par rapport au PLUIH ou autres documents d'urbanisme, c'est juste la temporalité qui n'est jamais la bonne. Il y a des documents qui sont sur 5 ans, sur 6 ans, et on n'est jamais pile poil quand il faut, au bon moment. Donc on se dit, bah là, le plan climat pourrait être la déclinaison, on va dire, opérationnelle d'un SCOT, ou pourrait se servir d'actions de PLUIH pour le compléter. Pour ce qui n'a pas été fait dans un PLUIH, peut être fait dans un plan climat. C'est difficile. Même nous, service de l'État, on ne sait pas faire. Donc, et pourtant, c'est comme un sujet normalement qu'on a la prétention de connaître plutôt bien, les PLUI quand même, mais c'est difficile. C'est la temporalité qui est pas bonne, et après, c'est de toute façon in fine le choix des élus. C'est eux qui décident de porter tel ou tel sujet à un haut niveau ou pas. Et nous, on le voit pour le plan de protection de l'atmosphère à Toulouse Métropole.
c'est pas facile. Donc c'est pas forcément d'ailleurs même les élus de Toulouse Métropole qui ont été à la pointe du PPA. Donc ça a été leur partenaire, plus que les élus. Alors j'ai pas dit que les élus font pas, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est des gens comme le préfet, tout à l'heure madame parlait du préfet, enfin tout le monde parlait du préfet, mais le préfet, les élus, c'est des gens qui doivent décider, et ils doivent décider sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou peu. Donc il faut être convaincant. Et on convainc avec un chiffre et une ligne. Voilà. Donc ça c'est notre job au quotidien, les difficultés que madame évoquait tout à l'heure. Nous, les services de l'État, quand on veut convaincre un préfet de l'utilité de prendre une mesure sur tel sujet ou tel autre, il faut faire vite et bien. Voilà. Parce que tout simplement, ils travaillent avec un nombre incalculable de partenaires. Ils sont sollicités par des dizaines et des dizaines et des dizaines de communes, d'associations, de PCI, voilà. Donc quand c'est notre tour, il faut essayer de convaincre vite et bien. Voilà. Mais on aimerait, nous en tout cas pour revenir sur les plans climat, et je vais après laisser la parole aux autres, je vais pas trop parler, mais c'est vrai que c'est une mesure d'adaptation qu'on aimerait, enfin pour que nous en DDT on milite en tout cas pour que la santé des personnes soit prise en compte maintenant. Là on parle de la canicule, mais on parle aussi des allergies et autres qui sont consécutifs au changement climatique. Hein. Les graminées, le pollen fait quand même aussi des dégâts à Toulouse Métropole et ailleurs, mais à Toulouse Métropole. On aimerait sensibiliser aussi les élus sur ça, mais ils nous disent qu'ils ont déjà les transports, qu'ils ont déjà l'urbanisme, qu'ils ont déjà la qualité de l'air, qu'ils ont déjà la rénovation énergétique, qu'ils ont déjà les déchets, qu'ils ont déjà plein de choses. Voilà. Donc c'est pas facile, mais on essaye en tout cas de mobiliser sur tout ça, parce que nous on est plutôt aussi au courant de ce qui se passe un peu partout, sans être spécialiste du tout. Mais voilà, c'est difficile, c'est une décision prise par des élus et au final c'est eux qui décident ou pas. J'étais un peu long, pardon. Merci, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarque? Alors, je pense que on arrive presque à l'heure prévue pour finir cette journée. Alors, je vous rappelle qu'à l'issue donc de ce projet de la Convention Service Climatique, l'équipe de Valérie Masson, Aude Lemonsu, avec leurs doctorants, vont réaliser un démonstrateur service climatique pour les villes. Donc si vous avez des suggestions, des questions, ou vous souhaitez suivre cette partie du projet, n'hésitez pas à les contacter ou nous contacter pour suivre le projet. Merci à tous. Je remercie toute l'équipe qui a organisé l'événement, côté IPSL, Amélie Rajot, ma collègue là-bas, David Salas, Valérie Masson, Aude Lemonsu. Encore merci à l'agence d'urbanisme, merci à vous tous d'être venus, surtout il y en a qui sont venus de loin. Voilà, donc n'hésitez pas. On mettra sur le site l'ensemble des présentations, sauf si les intervenants ne le souhaitent pas. Voilà. Donc en tout cas, on mettra les présentations dont les intervenants sont d'accord. Et aussi, les présentations ont été enregistrées, donc a priori, il y aura aussi les vidéos où il y aura l'enchaînement des diapos et le son. Merci à tous.